c'est Kedja avec le podcast Reveal Yourself. Ma devise aujourd'hui est « Je suis ce que je fais et je fais ce que je suis », signifiant que mon corps, ma tête et mon cœur sont alignés. Je suis connectée à mes propres valeurs et je sais pourquoi tous les matins je me lève. En est-il de même pour vous ? Et pour y arriver, je me suis posé une multitude de questions qui sont peut-être aussi aujourd'hui les vôtres. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Qu'est-ce que je veux ? Et qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui ? Comment se connecter à soi ? Comment être acteur de sa vie et actionner déjà le petit changement ? Quelles sont mes prises de conscience ? Et qu'est-ce que je décide d'en faire ? C'est le type de sujet que j'aborde dans Reveal Yourself, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui sont en quête de développement personnel. Je partagerai des sujets qui m'ont permis de grandir et me permettent encore de prendre le sempiternel chemin de l'apprenant. Basé sur mes propres expériences personnelles, j'aborderai des thématiques diverses qui apporteront des éclairages sur des zones de brouillard. L'intention positive de Reveal Yourself est de partager en toute bienveillance et en toute humilité des éclairages qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui. Je vous partagerai ces podcasts avec toute l'authenticité qui me caractérise et dans toute son imperfection. Ces podcasts ne seront pas parfaits, car empruntant moi-même le chemin de l'apprenant, je travaille aussi sur mes propres croyances, et le soi parfait en fait partie. À travers eux, j'espère que vous vous questionnerez et prendrez le temps d'être dans l'instant présent pour vous connecter à votre être. Je vous démontrerai que vous avez les ressources en vous-même pour arriver à une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très belle écoute avec ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, le sujet de mon podcast est « Un parent éveillé à la suite du chemin de l'apprenant ». Nice, non ? Alors en fait, j'ai mis du temps pour trouver le titre de mon podcast. À l'origine, je voulais l'appeler « aujourd'hui, ce que j'ai appris de mes erreurs en tant que parent ». Et le mot « erreur » revenait souvent dans mes suggestions de podcast. Et en même temps, je sentais que cela ne sonnait pas juste pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'impact positif qu'a eu mon développement personnel via le coaching sur mon rôle de parent. Ce chemin de l'apprenant a joué et joue encore un rôle important dans les différents rôles que j'occupe, mais surtout sur mon rôle de parent. Cet accompagnement au cours des 2 dernières années, à travers ma formation et mes séances de coaching, m'a permis de mettre en lumière non seulement des blocages, mais aussi de me reconnecter à moi-même, de m'écouter, d'admettre, d'accepter et surtout de transformer des croyances qui, au plus profond de moi-même, ne faisaient plus écho en moi avec ce que j'étais aujourd'hui. Alors non seulement ça m'a permis de grandir en tant qu'individu, mais cela m'a permis aussi de faire un immense bond en arrière et de me questionner, de réfléchir à mes actions passées, aux croyances et à mes comportements en tant que parent. Cette introspection sur mon rôle de mère, sur quelques-unes de mes actions passées, notamment vis-à-vis de ma fille, qui a aujourd'hui 22 ans, a été une grosse claque. Je n'ai pas cherché à effectuer ce travail d'introspection, mais je pense que lorsqu'on fait un travail sur soi-même, cela vient tout naturellement à soi. C'est comme si, pendant longtemps, j'avais navigué avec un brouillard quasi constant au-dessus de ma tête. Je savais qu'il était là, je le voyais, et je le sentais même d'ailleurs, et je n'avais rien fait. Je sentais au plus profond de moi-même que je naviguais pas dans les meilleures conditions, mais je faisais avec, car je ne savais pas faire autrement. Alors j'ai commis, à mon sens, des erreurs, et j'emploie ce mot entre guillemets, mais comme dirait mon amie Leïla, avec qui j'ai discuté sur le sujet, ce n'étaient pas des erreurs, car à cette époque, je n'avais pas le savoir et la connaissance que j'ai aujourd'hui. Elle a dit, et elle a vu juste. J'ai fait ce qui me semblait être bon. En effet, pour son premier enfant, on ne nous délivre pas le livre du parfait parent. On fait au mieux avec les connaissances qu'on a. Le point positif dans cette histoire est que je grandis et que je mets mes prises de conscience et mes nouvelles croyances portantes à mon service et au service de mes enfants. Alors, j'accepte entre guillemets ces douloureuses avec bienveillance, mais c'était pas facile au début pour être honnête. Moi qui étais dans le soi parfait, ce fut très dur d'admettre que parfois, ce que j'avais cru être juste pour mon enfant, en fait, ne l'était pas. Et comment je sais maintenant que cela ne l'était pas ? Car aujourd'hui, avec du recul,
je réalise en pleine conscience ma part de responsabilité quant aux difficultés qu'a pu traverser ma fille. Et c'est encore sensible pour moi aujourd'hui. J'ai le sentiment que lorsque vous commencez un travail d'introspection, il y a des éclairages, des prises comme ça de conscience qui viennent par à-coups. C'est comme si je trouvais soudainement les pièces manquantes d'un puzzle et que ces pièces associées aux autres me donnaient un nouvel éclairage. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, en toute simplicité et en toute humilité, mon expérience personnelle, mes prises de conscience, car elles m'ont permis de changer mes lunettes de parent et m'ont fait grandir. Je pense que mes enfants ont dû voir aussi un changement positif à leur égard, mais pour cela, je leur poserai la question. Alors, j'ai résumé tout ceci en 10 points. Alors, je précise une fois encore, avant de les partager, que ces prises de conscience que je partage avec vous sont basées uniquement sur mon expérience personnelle et que j'en ai vu les bénéfices au travers de ce parcours. Je suis plus alignée aujourd'hui avec ma devise qui est « Je suis ce que je fais et je fais ce que je suis ». Et surtout, je remarque les différences et l'impact positif sur mes enfants quant à ma vision, sur mon rôle de parent et les comportements associés. Alors, quels sont ces 10 points ? Alors, tout d'abord, à mon sens, c'est super important déjà en tant qu'adulte et surtout en tant que parent de savoir se remettre en question. Se demander quelle est notre part de responsabilité dans toute situation fâcheuse qui nous arrive avec notre enfant. Si l'on constate et si on réalise sur le tard que nous ne sommes pas OK avec nos agissements et ou nos dires, alors on accueille tout ça avec bienveillance et surtout on se pardonne. Il n'est pas nécessaire à ce stade-là d'ajouter une once de culpabilité, ça ne va pas arranger le schmilblick. On réfléchit déjà au petit pas qui peut être mis en place pour améliorer les choses. On n'hésite pas à partager et à dire à son enfant qu'il ne nous a pas été remis de descriptif de poste sur notre rôle de parent à leur naissance. On fait du mieux que l'on peut avec les moyens et les compétences que l'on a sur le moment. Il peut nous arriver de faire faux et il nous arrivera encore certainement de faire faux car nous sommes sur le chemin de l'apprenant et que le rôle de parent ne s'apprend pas à l'école. Et qu'aujourd'hui, on a la sagesse d'accueillir ça, d'accueillir avec bienveillance nos faux pas et on a l'intelligence d'y remédier. Voilà pour le premier point. Deuxième point. Alors ça, c'est vraiment mon avis personnel. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont me rejoindre. Alors, je pars du principe qu'un enfant ne nous appartient pas. Un enfant est une identité à part entière. Mon enfant n'est surtout pas un copier-coller de moi, et je le veux surtout pas d'ailleurs. Ce que je n'ai pas pu vivre en termes de rêve, je ne l'impose pas à mon enfant. Mes passions et mes croyances ne s'imposent pas d'office à mon enfant. Mon rôle, en tant que parent, est de lui inculquer et de lui transmettre des valeurs saines pour qu'il puisse bien grandir, tel un chêne bien enraciné. Mon rôle, en tant que parent, est de nourrir ce chêne de telle manière qu'il trouve sa place dans la forêt. Arrivé à un certain âge, l'enfant est en droit d'avoir ses propres croyances. Et moi, en tant que parent, n'ai aucun droit d'imposer mes propres croyances. Certaines différeront et c'est OK. Être dans cette logique de perception permettra à l'enfant d'avoir une grande ouverture d'esprit face au monde qui l'entoure. On le prépare ainsi au présent et au futur. Imposer un schéma voudrait dire imposer un modèle, ce qui signifierait pour moi ne pas respecter l'authenticité de mon enfant. Cela signifierait l'étouffer et ne pas respecter l'être humain en tant que tel. Troisième point. En tant que parents, nous n'avons aucune obligation de conserver des croyances qui ne nous conviennent plus aujourd'hui. J'ai appris, malheureusement, tard à mon sens, que j'avais le droit de choisir et surtout j'avais le droit de changer. Ne plus porter aujourd'hui en soi des croyances qui étaient portantes par le passé ne fait pas de moi une mauvaise personne, voire une mauvaise mère. J'accepte avec bienveillance que ce que je croyais être bon pour moi par le passé ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est OK. Il ne sert à rien de rester dans des souffrances intérieures qui ne nous apportent rien par peur du regard et ou du jugement des autres. Je vous donne un exemple. J'ai longtemps cru que je devais me sacrifier à 200 voire 300% pour mes enfants.
C'était ancré en moi. Mes rôles de mère et d'épouse écrasaient et étouffaient mon rôle de moi, Khadija tout simplement. Car la valeur famille est une valeur fondamentale. Et j'ai longtemps ressenti un mal-être que j'ai étouffé jusqu'au jour où ce n'était plus OK. Et j'ai rééquilibré tout ça. Et ça va beaucoup mieux. 4e point, et qui est un de mes points préférés, c'est oser être vulnérable avec son enfant, devant son enfant, et oser lui dire en toute simplicité que j'ai fait faux et je suis désolée. Lors de mon podcast précédent, je vous ai partagé que la vulnérabilité était souvent associée à de la faiblesse, alors que non. Il faut faire preuve de courage pour être vulnérable. En osant vous montrer vulnérable devant votre enfant, vous lui montrez que vous êtes courageux. On croit à tort qu'être un super parent, c'est être parfait sur tous les fronts. On garde la tête haute et froide, quelles que soient les circonstances. J'ai compris pour moi que c'était pas bon. Il ne faut pas oublier que nous, en tant que parents, jouons un rôle de modèle auprès de nos enfants. Nos enfants ont besoin de voir, de nous, que nous osons partager des émotions, même les plus désagréables. Que nous osions dire « aujourd'hui ça va pas. Aujourd'hui je suis fatiguée. Aujourd'hui je ne sais pas répondre à ta question. Aujourd'hui je me suis trompée. » Et j'en passe. On n'est pas obligé d'être au taquet à 100%. Osons montrer à nos enfants que la vie mérite d'être vécue maintenant et pas dans le futur. Le nombre de parents que j'entends dire à leurs enfants « Ouais, travaille dur à l'école, comme ça tu auras pour construire ton bonheur dans le futur. » Mais en fait, pourquoi construire son bonheur dans le futur et pourquoi pas maintenant ? Le ici et maintenant est réel. Le demain, on n'en sait rien, non ? Et pourquoi le bonheur doit-il s'exprimer au travers de l'épanouissement professionnel ? Est-ce que le bonheur et l'épanouissement personnel ne passent que par le travail ? Moi, je pense que non. Je pense que c'est important d'expliquer à nos enfants que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui nous entoure. Il est important de profiter de l'instant présent et de trouver son bonheur dans l'instant présent, grâce à la pratique de la gratitude. De plus, dire à nos enfants de construire le bonheur dans le futur ne peut générer que de la frustration. Je m'imagine en train de dire à mon fils « Allez, vas-y, travaille dur à l'école pour être heureux quand tu seras grand. » Et j'imagine très bien sa tête et me dire « Quoi ? Je ne peux pas accéder au bonheur que lorsque je serai adulte ?» Non, franchement, non. Et puis, montrons aussi à nos enfants que la vie n'est pas qu'obligation. Montre-leur aussi que nous pouvons aussi nous connecter à notre enfant intérieur. Soyons authentiques avec eux pour qu'ils puissent eux aussi trouver leur place dans ce monde au travers de leur authenticité et qu'ils aient la force de l'assumer. Alors, donnant cet exemple au quotidien, cela les autorisera à le faire. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, être authentique, c'est haram, comme on dirait chez nous, c'est interdit. Mais je pense, et ça c'est ultra personnel, je pense que le bon Dieu a fait de chacun de nous des êtres uniques et authentiques. En chacun de nous sommeille un talent qui ne demande qu'à être révélé. Si notre enfant a trouvé le sien, alors c'est génial. Charge à nous, en tant que parents, de l'accompagner. Si ce n'est pas le cas, aidons-le alors dans ce sens. 5e point. Prendre le temps d'être à l'écoute des émotions de nos enfants. Une fois encore, et je me répète, c'est tellement important d'être à l'écoute des émotions de nos enfants. Et il est aussi super important de prêter attention à ce que l'on dit à notre enfant lorsqu'il ressent une émotion. Alors, je vais vous donner des exemples. Alors, par exemple, vous êtes installé sur votre canapé, vous regardez la télé, et votre enfant, il n'est pas très loin en train de jouer dans le salon, et il fait du bruit. Il a clairement du plaisir en jouant. Quand vous lui dites « Arrête de faire du bruit, je n'entends rien », grossièrement, schématiquement, l'enfant assimile son expérience de plaisir de jouer comme une mauvaise expérience à la suite du commentaire que vous lui avez fait. Il faut savoir que toute expérience vécue associée à une émotion et à une sensation est enregistrée dans notre cerveau. Les prochaines fois où l'enfant voudra peut-être renouveler cette même expérience, son cerveau lui rappellera son expérience passée. Et il ne s'autorisera peut-être pas à ressentir de la joie de ce fait. Vous voyez ? Autre exemple. Lorsqu'il est dit à un petit garçon qui vient de tomber dans le square et qui pleure, « Mais c'est rien, ne pleure pas, t'es pas une fillette. » En gros, ce que vous dites là, et je schématise, c'est que la tristesse, c'est que pour les filles, il n'y a que les filles qui pleurent. Vous n'accueillez pas la tristesse de ce petit garçon, et en plus, vous minimisez sa tristesse. En gros, elle ne mérite pas d'être entendue. La tristesse, au même titre que toutes les autres émotions agréables et désagréables, ne s'adresse pas qu'à un genre,
et elle a un message, elle aussi, à délivrer. Tout être humain, qu'il soit fille ou garçon, est porteur d'émotions, et heureusement d'ailleurs. Il ne faut pas sous-estimer les émotions de vos enfants. Même lorsque votre enfant ressent de la colère, il y a un message derrière à écouter. Alors soit la manière de l'exprimer lorsqu'il hurle ou se roule par terre par exemple n'est pas à notre convenance, mais aujourd'hui c'est comme ça que votre enfant sait l'exprimer. Alors charge à nous, parents, d'accueillir cette émotion, de demander à l'enfant quel était son besoin et par la suite, quand il est calmé, lui dire que vous êtes apte, vous en tant que parent, à accueillir et écouter son émotion. En revanche, vous pouvez partager avec lui et lui dire que vous n'êtes pas d'accord sur la manière virulente, par exemple, dont il exprime. Ne pas être aujourd'hui à l'écoute des émotions de nos enfants peut créer des blocages intérieurs mais aussi relationnels. 6e point. Si en tant que parent, vous avez une croyance très forte et que vous aimeriez que votre enfant adhère fortement à cette croyance, prenez le temps d'expliquer à votre enfant l'intention positive derrière cette croyance. Alors comme je vous l'ai dit au début, l'enfant est une identité à part entière. Ce n'est pas un robot. Ce n'est pas parce que c'est notre enfant qu'on a plein pouvoir sur lui. Prenez vraiment le temps d'expliquer l'intention positive derrière. Demandez-lui ensuite un feedback pour vous assurer qu'il a bien compris et surtout prenez le temps de lui demander ce qu'il en pense et ce qu'il ressent avec tout ça. Et puis ma foi, si votre enfant n'adhère pas à cette croyance, est-ce si grave que ça ? Est-ce que votre croyance est tellement plus importante que vous prendriez le risque d'être en conflit avec votre enfant ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Et même vous, en tant que parent, quel besoin cherchez-vous à nourrir en voulant absolument que votre enfant adhère à cette croyance ? Sympa, ces petites questions. Le 7e point. Être aussi à l'écoute et sensible lorsqu'on note un changement chez notre enfant et de pas tout mettre sous couvert de l'adolescence, par exemple. Ça, c'est une connerie monumentale. Le risque est que vous passiez vraiment à côté de quelque chose. Vous connaissez votre enfant, enfin, j'espère. Si vous voyez que votre enfant il change de tenue vestimentaire, il se renferme, par exemple, alors qu'il est plutôt d'un naturel jovial, que ses propos ont changé, enfin bref, si vous remarquez le moindre changement, on fait un moment stop, on observe et on agit, toujours en respectant l'identité de son enfant. Soit on se sent en mesure de le faire et on sent que notre enfant est réceptif à dialoguer avec nous, soit on se fait accompagner. Mais en tout cas, on ne prend pas ça à la légère. Et de plus, je dirais même, faites confiance à votre intuition. Si au plus profond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors écoutez-vous et partagez même les choses comme ça avec votre enfant, en l'état, en lui disant « Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le sentiment que quelque chose ne va pas. Je ressens que tu te renfermes, je ressens que tu as le visage fermé, je sens un certain éloignement de ta part. » Et puis vous, etc., etc. Et puis vous pouvez rajouter ce qui me fait ressentir ça, c'est ci, c'est ça, vous donnez des faits. Bien évidemment, lors de cet échange, n'ayez pas d'attente. À ce stade-là, vous avez juste lancé l'hameçon. Alors peut-être que votre enfant ne sera pas réceptif à ce moment-là, il vous dira rien, il vous dira non mais j'ai rien, et c'est ok. Mais votre enfant saura que vous avez senti quelque chose et que vous êtes là. Et ça, c'est déjà pas mal. 8e point. Le passage en force d'une prise de décision, pour moi, est une très mauvaise idée. Les réponses, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est comme ça, sont pour moi à bannir. Alors, je l'ai fait, bien évidemment, dans le passé, sinon je ne serais pas en train de vous partager tout ça. Mais pour moi, en y réfléchissant bien, j'assimile cela à une réponse de facilité. Le message que je délivre à mon enfant en répondant ainsi est que j'ai pas envie de m'attarder à répondre à ta question. Tu n'as pas à me challenger sur ce point, car moi, je suis parent. Et toi, tu es enfant. Et je pense aussi que parfois, j'ai certainement répondu « c'est comme ça », parce que je n'ai moi-même pas la réponse à sa question. Mes parents m'ont certainement répondu « c'est comme ça » sur certains sujets, et j'ai répété le même schéma. Alors que maintenant, avec mes nouvelles lunettes, je vois pas comment un enfant peut se contenter de cette réponse. Ce type de réponse ne peut générer que de la frustration. Alors que si on répond c'est comme ça, mais qu'on argumente et on me dit parce que on ne sait pas, parce qu'on n'a pas le temps, on peut au moins ajouter, écoute, je te réponds ça parce que je n'ai pas vraiment réfléchi sur le sujet. J'ai toujours fait comme ça. Je vais y réfléchir et je reviens vers toi.
Ou bien, écoute, bon, c'est comme ça, mais écoute, je n'ai pas le temps maintenant, mais je vais y réfléchir. Le plus important, c'est ayez une communication transparente, honnête et authentique avec votre enfant. Et surtout, prenez le temps. Ne bottez pas en touche. Et puis, je sais pas, demandez-vous comment un enfant peut se contenter d'une réponse « c'est comme ça ». Déjà, ne serait-ce que vous. Imaginez-vous, l'adulte que vous êtes. Imaginez, vous allez voir votre boss. Vous travaillez sur un projet et vous avez une idée, une super suggestion. Et vous allez voir votre chef, il vous dit en fait j'ai une super idée, je pense que ça serait bien de faire comme ça. Et que votre boss vous répond bah non c'est comme ça, j'ai décidé ça, c'est comme ça. Bah c'est violent non ? Vous trouvez pas ? Est-ce que vous accepteriez cette réponse ? Eh bien pour votre enfant c'est pareil. 9e point. Alors arrêtez les comparaisons entre ah tu te rends compte, moi à son âge j'étais comme ça et lui comme ça. Ah, c'est du non-sens. J'ai aussi fait cette grosse connerie dans le passé. C'est comme comparer des carottes et des choux. Nous sommes des générations totalement différentes avec des problématiques tellement différentes. Pourquoi attendons-nous de nos enfants qu'ils soient exactement comme nous au même âge ? Mais les enfants ne sont pas nous. Déjà, ils sont issus de 2 parents différents des nôtres. Et puis, nous sommes de générations totalement différentes. Déjà, ne serait-ce qu'entre mon neveu de 2 ans et mon fils de 13 ans, il y a un gap. Les enfants d'aujourd'hui sont tellement plus éveillés, sont tellement plus connectés. Et d'ailleurs, charge à nous, en parents, on les expose à ça. On les expose à des outils qui, à mon sens, ne devraient être accessibles qu'à des ados matures, voire adultes, et on s'émerveille devant leur agilité sur un téléphone, par exemple. On joue de ça et on est content. Mais en revanche, lorsqu'un enfant s'exprime quasi comme un adulte ou fait l'affront de nous répondre, ben là, on ne comprend pas. Il est super important de rester cohérent dans nos comportements, sinon l'enfant risque de ne pas comprendre. Il est aussi grandement important que les 2 parents restent cohérents dans leur comportement, dans l'éducation de leurs enfants et surtout dans les valeurs théoriques et les valeurs pratiquées inculquées à leurs enfants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je m'explique, je vous donne un exemple. Pour moi, l'honnêteté, c'est une valeur qui est super importante. C'est une valeur fondamentale. Si j'apprends à mon enfant l'importance de cette valeur, donc une valeur théorique, un jour, je vais faire des courses avec lui, on va au supermarché. Je range mes courses, on arrive à la voiture. En regardant mon billet de caisse, je me rends compte que je n'ai pas payé un produit. Et je dis à mon enfant, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Hein. Je vais pas retourner au supermarché. Le supermarché va pas faire banqueroute parce que j'ai pas payé le produit. Bon, en fait, quel message je donne à mon enfant ? Alors cela a l'air de rien. Bon, en effet, le supermarché va pas faire faillite. Mais mon enfant, lui, l'air de rien, il enregistre cette information. Donc, en gros, ce que je lui dis dans les faits, il est bon d'être honnête, mais dans la pratique, c'est différent. Donc, ne vous étonnez pas ensuite que votre enfant fasse la même chose. 10e point, 10e et dernier point. Alors, il n'y a pas de mal à changer ses croyances et ce message s'adresse à des personnes qui ont grandi dans des environnements avec des cultures très fortes, où il est interdit de remettre quoi que ce soit en question parce que c'est comme ça, surtout vis-à-vis de l'éducation des enfants. Moi, je pense qu'il est normal que nos croyances évoluent, car nous-mêmes évoluons. C'est le cours naturel de la vie. Pour moi, une personne qui n'évolue pas, qui ne grandit pas, qui n'est pas à l'écoute de son moi intérieur, meurt intérieurement à petit feu. Une croyance, elle peut nous avoir été salutaire pendant un temps, car elle avait une intention positive. On la remercie d'ailleurs pour ça, et elle ne l'est plus aujourd'hui et c'est ok. On la remercie pour ce qu'elle nous a apporté, et puis on la transforme avec une croyance qui nous nourrit plus aujourd'hui. Changer ces croyances ne fait pas de nous une mauvaise personne. Cela fait juste de nous une personne vivante, tout simplement. Voilà, alors c'était les 10 points que je voulais partager avec vous. Donc maintenant, je vais faire écouter ce podcast à mon fils Adil qui a 13 ans et je vais lui poser quelques questions par rapport à ça, car ça m'intéresse aussi d'avoir le regard qu'il porte sur le rôle de parent et aussi le regard qu'il porte sur tout ce que je viens d'échanger avec vous. À tout de suite. Alors maintenant, Adil, tu viens d'écouter ce podcast, donc j'ai partagé 10 points. Sur les 10 points, j'ai partagé quelles ont été mes prises de conscience, qu'est-ce que j'ai fait, quelles ont été mes prises de conscience et ce que j'ai transformé. Qu'est-ce que tu as retenu de ce podcast ? Que beaucoup de parents ont des erreurs en commun et qu'il y a des choses qu'ils voudraient changer pour avoir un meilleur développement chez l'enfant. D'accord. Et toi, par exemple, aujourd'hui, du haut de tes 13 ans,
Et qu'est-ce que tu crois sur le rôle de parent? Bah, les parents, ils sont là surtout pour construire, pour donner les outils qui vont permettre aux enfants de construire leur avenir. Euh, Pas forcément intellectuellement parlant, parce que c'est plutôt l'école, mais plutôt, comment dire ça, les parents doivent leur apprendre comment réagir aux situations, comment être dans le monde actif pour qu'en fait, quand ils vont quitter le nid et tout. Et en fait, les parents sont là pour que l'enfant s'envole bien quand il partira et qu'il puisse en quelque sorte voler et pas qu'il tombe de la falaise, qu'il s'écrase. Ok, d'accord. Et du coup, dans tout ce que j'ai partagé sur les 10 points, est-ce que tu m'as reconnu dans ce podcast? Bah oui, je t'ai reconnu. Bah déjà parce que c'est toi qui parles. Et, et aussi parce que, en fait, t'as parlé de ton expérience. Et comme je suis dans ta vie, bah oui, je t'ai reconnu en fait. Mais du coup, je parle de mes changements et de ma nouvelle façon de voir les choses. Donc, est-ce que toi, tu as vu le changement avant le coaching et après le coaching? Ah bah oui, le changement, il est assez radical parce qu'en fait, avant, t'avais une manière... t'étais ce que tu citais dans le podcast. Et maintenant, une fois que t'as fait le coaching, c'est l'avant-après, en fait. Non, mais c'est Andrea Sachs dans Le Diable s'habille en Prada. Avant, elle ressemblait à une autruche, maintenant, elle ressemble à quelque chose de plus joli, tu vois. C'est genre, le jour et la nuit, ça... Et c'est bien, c'est pour le mieux. Et merci. D'accord. Tu Donc, nous as du sauvés. coup, est-ce que tu encourages les gens à écouter mon podcast? Toi qui Ah bah oui, qui es encore chez tes parents? oui, je les encourage, certes. Bon, c'est sûr que s'il faut attendre 27 minutes pour que je les encourage. Mais oui, honnêtement, si vous êtes parent, tout le monde fait des erreurs. Du coup, écoutez, ça peut pas vous faire du mal et ça peut faire du bien pour votre enfant. Du coup, ouais, faites un effort. Du coup, est-ce que tu vas encourager tes potes pour qu'ils en parlent à leurs parents et que leurs parents écoutent ce podcast? Oui, alors... oui. Vous devriez voir sa tête. Non, voilà. Donc, c'était toutes les questions que je voulais te poser, Adil. Donc, merci beaucoup parce que je sais que tu as écouté 24 minutes de mon podcast. Donc, c'est déjà beaucoup pour toi. De rien. Donc, voilà. Donc, je vais clôturer ce podcast en disant j'espère que vous avez eu du plaisir à écouter ce podcast. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et à le partager avec vous. Donc, je vous souhaite... j'espère que vous avez eu une très belle écoute. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Je suis désolée, à chaque fois ils sont longs, je me dis les prochains seront plus courts. Mais j'y arrive pas. Je pense que je suis tellement passionnée que j'y vais à fond. Et sinon, la note de fin, qu'est-ce qu'elle dirait, Amel? Elle dirait... Gratitude. Non, cœur sur vous. Oui, gratitude infinie et cœur sur vous. Voilà, merci, à bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, bye.